Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie se prépare à faire face à l'émergence d'une quatrième vague et à stopper la propagation de plusieurs variants. Mais son principal défi est de faire face aux réticences des Algériens quant à la vaccination. À Borj Bouarerij, les jeunes porteurs de projets vont pouvoir monter leurs investissements dans ces mini-zones d'activité aménagées à travers 13 communes de la wilaya, ce qui contribuera entre autres à la consolidation du budget et des communes souffrant de déficit financier. On connaît désormais le rédacteur du rapport tendancieux de la Banque mondiale sur l'Algérie. Il s'agirait d'un certain Farid Belhadj. Il est le vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA. Un rapport qui aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain. Les professionnels des agences de voyage au Maroc poursuivent leur action de protestation contre la mesure de fermeture des frontières prolongées par le Merzen en investissant la rue afin de dénoncer cette décision ayant eu de graves conséquences sur le secteur. Et puis, sport et cette compétition très attendue par les Algériens. La CAN 2022, l'équipe nationale de football s'y prépare avec un dernier match amical contre le Ghana prévu aujourd'hui à l'Education City Stadium de Doha à partir de 17 h. Et puisqu'on parle de football, un clin d'œil à ces pépites du football qui ont pris part au tournoi Five Lions de Raya. Voilà. Pour les titres, bienvenue à tous. Le grand comédien et artiste Amzian Ibrahim, plus connu sous le nom de Mohamed Hilmi, est décédé ce mercredi à l'âge de 90 ans. Des suites d'une longue maladie, le défunt avait marqué la vie culturelle et artistique de l'indépendance à nos jours. Son parcours a été jalonné de nombreuses réalisations radiophoniques, théâtrales et télévisuelles. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Sidi Mohamed après la prière d'Ador. Adieu, nous appartenons à lui. Nous retournons. La situation épidémiologique de plus en plus inquiétante en Algérie avec la hausse des cas de contamination dans le dernier bilan des autorités sanitaires qui fait état de 421 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, de 266 guérisons et de 5 décès déplorés en Algérie. Et puis l'Algérie qui se prépare à faire face à l'émergence d'une quatrième vague et à stopper la propagation de plusieurs variants, mais son principal défi est de faire face aux réticences des Algériens quant à la vaccination. Une large campagne de sensibilisation a été justement menée pour appuyer la campagne de vaccination dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pandémie mise en place depuis son apparition. Nesrine Metsadi. Vaincre la pandémie de Covid-19, une stratégie pour laquelle l'Algérie a toujours œuvré, et ce à travers de nombreuses mesures de prévention. L'Algérie qui a d'ailleurs initié dès janvier 2021 une campagne de vaccination massive en vue d'obtenir une immunité collective. Le lancement d'une autre campagne en septembre dernier a permis aussi d'accélérer ce processus pour atteindre avec succès l'objectif de vaccination de pas moins de 10% de la population. Les Algériens peuvent venir se faire vacciner sans rendez-vous et sans problème. L'Algérie dispose de 4 vaccins qui sont le Sinovac, AstraZeneca, Sputnik et Johnson, disponibles dans n'importe quel centre de santé. Aujourd'hui, l'État se prépare à faire face à une quatrième vague et à stopper, le cas échéant, la propagation des nouveaux variants avec la mobilisation de lits supplémentaires dans les hôpitaux et d'un stock considérable d'oxygène médical et de médicaments, notamment les anticoagulants. Nous sommes mobilisés pour assurer une prise en charge, quoi qu'il arrive, des malades dans les hôpitaux, avec la mobilisation de listes supplémentaires et des soignants déterminés à stopper la propagation du Covid. Malgré cela, nous sommes inquiets, car nous constatons que le nombre de contaminations est en hausse. Nous souhaitons que les Algériens se fassent vacciner maintenant, car ça ne sert à rien de se vacciner en pleine quatrième vague. Mais le principal défi que doivent relever les autorités sanitaires est celui de faire face aux réticences de la population quant à la vaccination. Une large campagne de sensibilisation est menée dans ce sens pour les convaincre des bienfaits de la vaccination.
Et dans la wilaya de Béchar, le taux de vaccination du personnel de l'éducation frôle les 50%, un taux insuffisant pour atteindre l'immunité collective, surtout que le variant Delta se propage à une grande vitesse. Les responsables du secteur de l'éducation incitent le reste des enseignants à se vacciner pour se protéger et protéger leurs élèves. Yanis Aïd Belkhassam. Plus de 3000 personnes du corps des enseignants de la wilaya de Béchar se sont vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination dans cette wilaya. Un nombre insuffisant pour faire face au virus de la Covid-19, d'autant plus que le variant Delta est toujours actif dans cette région du pays, touchant de plus en plus les élèves des 3 cycles de l'éducation nationale. Les enseignants non vaccinés sont un risque, donc il est important qu'ils soient vaccinés. Je me suis vacciné par précaution. Je pense qu'il est préférable et obligatoire pour tous les enseignants de se faire vacciner pour empêcher la propagation du variant Delta, surtout qu'ils sont en contact constant avec les élèves. Même si les mesures de prévention sont appliquées, la vaccination reste obligatoire. Les responsables du secteur appellent le reste des enseignants à se faire vacciner. Nous sommes arrivés à 50% de personnes vaccinées dans le corps des enseignants de la wilaya de Béchar, soit 3500 personnes. J'espère que le reste des enseignants suivront le processus de vaccination. L'importance de la vaccination dans le corps des enseignants a pour but d'atteindre l'immunité collective et contrer ainsi la propagation du virus. Un total de 23 mini-zones d'activité réparties entre 13 communes de la wilaya de Borj Bariri seront prochainement aménagées pour booster l'investissement local. Les unités de production de ces zones d'activité contribueront à la consolidation du budget des communes souffrant de déficit financier et ce, en collaboration avec les différentes instances administratives en vue de lever les entraves bureaucratiques. Amélie Siridir. Borj Bariri, une wilaya des hauts plateaux connue pour être un maillon fort pour le développement économique hors hydrocarbures. Après la décision de lever les entraves devant les investisseurs, 28 unités de production ont reçu leur permis d'exploitation, ce qui a permis de générer plusieurs postes d'emploi. Après avoir réglé tous les problèmes, nous allons pouvoir embaucher environ 350 employés d'ici la fin de l'année. Concernant nos projets d'investissement en 2022, nous avons l'unité de fabrication de plaques en céramique avec 400 employés et d'ici la fin de l'année, nous allons embaucher au minimum 200 employés. Les employés de cette entreprise sont tous natifs de cette région. L'accompagnement des investisseurs figure parmi les priorités du gouvernement dans le but de créer une dynamique économique. D'ailleurs, ces unités de production situées au niveau des zones d'activité contribueront à la consolidation du budget des communes souffrant de déficit financier et ce, en collaboration avec les différentes instances administratives en vue de lever les entraves bureaucratiques. Le projet de l'Algérie nouvelle commence à se concrétiser. Donner un nouveau souffle au tissu industriel local devient très important et cela se voit sur le terrain. أنا أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية كان واضح كل الوضوح كل وحدة إنتاجية عندما Je pense que le président de la République a été clair dans ses propos. Chaque unité de production, quand elle est déjà réalisée, doit entrer systématiquement en activité. Nous, les autorités publiques, devons offrir un maximum d'emplois et embaucher les jeunes qui sont au chômage et créer une dynamique pour réduire la facture des importations et pourquoi pas participer à l'exportation. Nous devons également régler les entraves administratives. De cette façon, nous pouvons continuer à créer des emplois. D'ailleurs, les unités de production entrées en production ces derniers jours ont permis d'embaucher 28 498 employés, ce qui est très important. En plus de cela, cette unité de production de chlore entame une opération d'exportation d'une cargaison de 200 tonnes vers la Tunisie. Les communes défavorisées devant l'impératif scolaire seront désormais exonérées des dépenses de restauration et d'équipement des écoles et cantines scolaires. Ces dépenses dépendront désormais de l'aide de l'État au titre du projet de révision de la loi sur les collectivités locales décidé lors du dernier Conseil des ministres. Exemple ce matin à Tiaret où pas moins de 8 écoles ont bénéficié de cette mesure. Melika Blel.
Comme Haïdar et Mohamed Radi, 8 écoles primaires dans la commune de Mlakou, wilaya de Tiaret, souffrent des mauvaises conditions de scolarisation des élèves. Des conditions dues à la situation financière de la commune et dont le budget reste insuffisant. Cette école manque de tables, de tableaux, de cantines et bien d'autres choses. La commune n'a pas les moyens d'acheter ou de rénover. Nous sommes dans l'attente des changements. Nous avons exposé plusieurs fois la situation de l'école, mais le problème de budget se pose à chaque fois. La décision de décharger les communes pauvres des frais d'achat d'équipements et de réfection des cantines permettra d'atténuer la charge financière sur les collectivités locales. Dernièrement, un montant de 2,1 millions de dinars a été alloué à l'achat de nouveaux équipements comme les chauffages, les tables ainsi que la réfection des sanitaires. La décision du président de la République nous a vraiment soulagés. De ce fait, l'État prendra en charge les besoins des écoles et toutes les charges financières. Cela nous permettra de nous concentrer sur nos préoccupations. La prise en charge par l'État de tous les frais d'équipement et des travaux opérés au niveau des écoles primaires permettra sans conteste d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Amorcer le virage de la transition énergétique, une nécessité pour l'Algérie. Des secteurs comme la santé et l'éducation n'ont plus que 2 mois pour intégrer l'énergie solaire dans certaines de leurs structures et il est possible de fabriquer localement les installations pour le photovoltaïque comme vous allez le voir dans ce reportage de Yanis Aït-Belkhassam. Ce n'est pas une nouveauté et encore moins une révolution, mais c'est un élément essentiel pour tout système photovoltaïque. Cette batterie type lithium a pour spécificité de durer 10 ans et n'a pas besoin de maintenance. Produite localement par cet opérateur dans le domaine de l'énergie solaire, il nous raconte d'où lui est venue l'idée. L'idée m'est venue avec mes différents voyages en Chine. J'ai pu constater qu'il y a une possibilité de produire ça localement, que nous avons décidé de commencer à fabriquer ce type de batterie pour résoudre un problème majeur et qui va nous donner la possibilité d'avoir des systèmes photovoltaïques ou des systèmes tout court qui vont avoir une durée de 10 ans et plus. Sans pour autant devenir totalement indépendantes. Au niveau énergétique, ces batteries qui optimisent la consommation de l'énergie produite par les panneaux solaires sont aussi proposées avec un système photovoltaïque compact et portable. Et de pièces locales, j'ai acheté et j'ai fait ce système qui peut être adapté en fonction du besoin. Quelqu'un qui a besoin d'énormément d'énergie, plus d'énergie, on peut lui suggérer quelque chose même avec des roulettes. Comme nous avons cette valise ici, on a une disponibilité de l'énergie avec nous en tout temps et en tout lieu. Des innovations utiles dans les zones enclavées qui peuvent également réduire la facture de consommation, mais aussi celle d'importation. En produisant les composants de ces éléments en Algérie. Donc ça permettrait de réduire la facture à l'importation, ça permettrait de réduire la facture de consommation, ça permettrait de réduire la facture d'entretien, permettrait à nos communes de faire des économies de 30 à 70% sur leur facture d'éclairage. Notre souci, c'est de pouvoir offrir des systèmes photovoltaïques de qualité et d'une durée de vie importante. C'est le but du gouvernement, c'est d'offrir quelque chose et régler un problème, pas pour 1 année ou 2 années, mais répondre à un besoin qui va durer 10 à 15 ans. Un projet, une solution pour une énergie propre qui n'attend que les pouvoirs publics pour lancer sa production. On connaît désormais le rédacteur du rapport tendancieux de la Banque mondiale sur l'Algérie. Il s'agirait d'un certain Farid Belhadj. Il est le vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA. Ce rapport aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain. Beaucoup a été dit et écrit sur le caractère mensonger de ce rapport, mais la preuve définitive a été communiquée par des amis français de l'Algérie. Karim Haïfa. Le rapport erroné de la Banque mondiale sur l'Algérie aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain avec la complicité du vice-président de cette institution qui n'est autre que le Tunisien Farid Belhadj, un ami proche du prince du Maroc, Moulay Rachid, et de nombreux ministres marocains.
L'homme qui avait occupé le poste de chef de cabinet du président de la Banque mondiale a tissé des liens étroits avec le régime du Makhzen lorsqu'il était responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Maroc de 2002 à 2007. Après avoir occupé plusieurs postes à la Banque mondiale, il a été propulsé en 2018 au poste de vice-président de cette institution internationale pour la région MENA, période durant laquelle de nombreux rapports complaisants sur le Maroc ont été rédigés, dont le dernier qui classe le royaume comme étant un des rares pays qui ont tiré profit de la pandémie, ce qui ne traduit évidemment pas la réalité. À la lumière de ces données, certains experts craignent de voir à l'avenir d'autres faux rapports établis sur l'Algérie, commandés et orientés par le Makhzen marocain. Les avocats et journalistes marocains dénoncent les violations des droits de l'homme par le régime du Makhzen, emprisonnement, répression et poursuites judiciaires pour le simple motif de manifester alors que la contestation dans ce pays grandit. Abdelmajid Benrassi. Rien ne va plus au Maroc. Militants, avocats et journalistes dénoncent depuis des semaines les innombrables atteintes à la vie privée par les services de sécurité marocains qui utilisent des vidéos enregistrées illégalement pour faire du chantage aux victimes. Le dernier cas en date, celui du kickboxer Zakaria Moumni, incarcéré en 2010 pour avoir dénoncé la corruption dans le monde du sport et avoir voulu en référer au roi, qui a vu la large diffusion dans les médias d'une vidéo où on le voit recevoir une somme d'argent en compensation de la torture et de l'emprisonnement subi au Maroc. Un expert judiciaire marocain, Mohamed Ziane, a indiqué que l'enregistrement de la voix et de l'image est totalement interdit dans la loi marocaine, exception faite d'un ordre du juge d'instruction ou d'une autorisation du premier président de la cour d'appel, expliquant que les enregistrements ne pouvaient être utilisés que dans une affaire de terrorisme ou de trafic international de drogue. 2022 غتكون عسيرة على الديكتاتور محمد السادس وغتكون عسيرة على الجلادين ديالو خاصة النصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال هذا الديكتاتور والجلاد الخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي وزيد عليهم ياسين المنصوري وزيد عليهم كاع هاد المجرمين اللي كيتكرفسوا على الشعب المغربي واللي كيحاولوا يخسروا الصوره ديال الاحرار والحرائر بالحملات ديالهم التشهيريه اللي ولات اليوم مفضوحه امام العالم. Les services de renseignement marocains disposent de dossiers sur toutes les personnalités publiques. La moindre dissension expose le mis en cause sur le champ à la diffamation. Même des ministres pro-régime au plus haut niveau sont parfois diffamés. Tout dernièrement encore, la youtubeuse marocaine Dounia Filali a fait l'objet de poursuites. Elle a atterri en France il y a quelques mois. Elle cherche à obtenir l'asile politique. Sur sa chaîne YouTube, elle dénonce et enquête sur la corruption et la répression organisée par le Makhzen. فاليوم الخوت كنفتتحوا السنه ديال 2022 بواحد الخبر اللي هو جد رائع وهو صفعه كبيره للديكتاتور محمد السادس للنظام ديالو القمعي الهمجي. فمن بعد الصين والامم المتحده ها هما اليوم دنيا وعدنان الفلالي كيطلبوا اللجوء السياسي في فرنسا. فهذه الخوت اكبر صفعه لهذا النظام الهمجي لهذا النظام القمعي لهذا النظام الخبيث الديكتاتوري اللي كيستعمل كما قلت لكم جميع الاساليب الترهيب التشهير الابتزاز بصور بورنوغرافيه مفبركه الابتزاز بالفيديوهات محاولات القتل. يعني هذا النظام كيستعمل جميع الاساليب الخبيثه. De nombreux hommes politiques et journalistes marocains ont recours à l'espace virtuel pour exprimer librement leurs idées et opinions et émettre des critiques sur un certain nombre de dossiers en raison des restrictions des libertés d'aborder des questions brûlantes liées à la politique. Le Makhzen, la mauvaise gestion, la corruption de la classe politique, la situation au RIF, tout ce qui est censuré dans les médias passe sur les réseaux sociaux sans embâche ni restriction. La chercheuse en sciences politiques Chérifa Lamounir pense que le recours par certains politiciens et journalistes aux réseaux sociaux pour exprimer leur point de vue sur un certain nombre de dossiers et de problèmes s'explique par diverses raisons, dont la principale est la restriction sur les libertés. Toujours au Maroc, les professionnels des agences de voyage poursuivent leur action de protestation contre la mesure de fermeture des frontières prolongée
par le Marzane en investissant la rue afin de dénoncer cette décision ayant eu de graves conséquences sur le secteur. À l'appel de l'Association nationale des agences de voyage du Maroc, un sit-in des opérateurs de voyage a été organisé hier mardi devant le siège du ministère du Tourisme à Rabat. Malika Blel. Les protestations se poursuivent au Maroc. Cette fois-ci, ce sont les professionnels des agences de voyage qui ont exprimé leur ras-le-bol devant la persistance du Marzane à maintenir ses frontières fermées en dépit des graves pertes qu'ils subissent et des conséquences dévastatrices pour l'économie du pays. اليوم بحال اللي كتعرفوا الحدود مسدوده، الاغلبيه هنا كيخدموا مع انترناسيونال وما عمر السياحه الداخليه ما غتكون بديل للسياحه الخارجيه. ديالنا هي متعدده ولكن المطلب الان اللي تنطلبوا به هو اننا خص الحدود تحل بطريقه كامله. La fermeture des frontières qui a été prolongée jusqu'à la fin du mois en cours a complètement paralysé les agences de voyage et leur a causé d'énormes pertes financières. Les tours opérateurs qui se sentent abandonnés ne bénéficient d'aucun accompagnement ou mesure à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins. خاص كل شيء يتساعد معنا ويفتحوا الحدود ورجعوا نخدموا كسائر القطاعات الاخرى. هذا هو المطالب ديالنا. بغينا الحدود يتفتحوا ورجعوا نخدموا كايها الناس. ما طالبين لا مساعدات من الدوله لا والو. حنا بغينا الحدود تفتح ورجعوا نخدموا كوكالات الاصبح. الوكالات اصبحت على حافه الافلاس. اليوم شفنا ان السلطات المحليه خدات واحد الاجراءات اللي هي غير كافيه. انه فعلا كان هناك دعم للشغيله ولكن الشغيله هذا الشيء لا يكفي. وكيل الأصفار عنده العبء كبير وهذا العبء خصو مواكبة. Au moment où les mesures préventives relatives à la suspension des déplacements entre les villes sont renforcées, les autorités marocaines autorisent l'accès des sionistes au Maroc. Des vols directs entre le Maroc et l'entité sioniste ont été ouverts afin de multiplier par 4 le nombre des visiteurs sionistes conformément à l'accord de normalisation. Une ouverture catégoriquement rejetée par le président de l'organisation marocaine de soutien aux causes de la nation, Abd Samad Fethi, qui la considère comme une trahison, une dégradation morale qui permettra aux sionistes d'envahir le Maroc sous couvert du tourisme. Dans le même sillage, la coordination nationale des enseignants marocains a exprimé son intention de reprendre ses mouvements de protestation en organisant un sit-in parallèlement à une grève nationale les 17 et 18 janvier. Une coordination qui a exprimé son rejet de l'emprisonnement et de la multiplication des poursuites judiciaires contre les enseignants. Les attaques de l'APLS poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans la région de Leked et celle de Oudi Admran dans le secteur de Mahbes. Dans l'actualité également, cette compétition très attendue par les Algériens, la CAN 2022, l'équipe nationale de football s'y prépare avec un dernier match amical contre le Ghana prévu aujourd'hui à l'Education City Stadium de Doha à partir de 17h. L'Algérie évoluera en vert alors que son adversaire sera en jaune lors de ce match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne nationale et la chaîne El Shababia de l'EPTV. Les champions d'Afrique s'envoleront demain, jeudi, pour Douala pour prendre part à la 33e CAN au Cameroun. Logé dans le groupe E, l'Algérie jouera son dernier match le 11 janvier contre la Sierra Leone au stade Djapoma à Douala à 14h heure algérienne. Et puis ce clin d'œil à ces pépites du football qui ont pris part au tournoi Five Lions de Raya dans le cadre du sport académique. Linda Teboul. Hommes, femmes et enfants, un public tout âge confondu, est venu assister à ce tournoi national organisé par la nouvelle académie de Raya, The Five Lions. C'est-à-dire c'est la première fois où on voit un tournoi pour les jeunes bien organisé. Ça prouve les gens qui sont derrière les jeunes تاعنا, c'est des gens, c'est-à-dire c'est des anciens joueurs نعرفوهم. وني حابين يزيدوا يعاودوا يديروه باش نشارك فيه.
عجبني بزاف. Ambiance bon enfant, organisation irréprochable, un tournoi réussi sur tous les plans. Je remercie les gens qui sont à l'origine de cette initiative. À leur tête, le président du club de Raya. Donc elle concerne bien sûr les catégories de l'école de football, U9, U7, U13 et U11. Donc c'est les catégories de l'école de football. Il faut savoir qu'on a accueilli près de 700 enfants. Si tous les clubs se basaient sur la formation, nous n'aurons plus jamais de problème et l'équipe nationale sera approvisionnée en jeunes talents. 24 équipes venues des différents coins du pays ont participé à ce concours. Les finales ont vu la GSB Bourj El Bahri vainqueur en catégorie U7. Liverpool Algérie s'est imposé face à Dal Beda en U9. Chez les U11, le Parado AC a gagné la première place et enfin, Dal Beda a remporté le titre en U13. Ce tournoi a été une occasion pour découvrir de nouvelles pépites, dont le petit Ayoub, un vrai régal. السلام عليكم فزنا على الخصم وسجلت 4 أهداف وإن شاء الله تشوفوني في ليفربول كي نكبر إن شاء الله. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants pour peu qu'ils bénéficient d'une bonne prise en charge. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariel Chir. Excellent suite de programme sur Canal Algérie.